Hello la famille de l'UX, comment allez-vous aujourd'hui en ce vendredi 18 septembre? Ouah, j'ai déjà la langue qui fourche, ça promet. Pour aujourd'hui, on va pouvoir aborder sur ce live la transformation des données de ta recherche utilisateur en persona. On va le faire en vrai, on va le faire sur la base de vraies données avec un vrai persona qui sera presque réalisé. En tout cas, on va faire un maximum de choses en 30 minutes. Le but n'est pas forcément de tout finir, mais bien de te montrer la démarche, de te montrer comment est-ce qu'on travaille ces données, comment est-ce qu'on choisit les données qu'on met dans ces personas, pourquoi on les met, pourquoi on les met pas, comment on passe de cette donnée brute en éléments concrets à l'intérieur d'un persona. Quelles sont les données qu'on va mettre de côté et comment est-ce qu'on limite les biais en réalisant le persona. Je viens vous faire un coucou dans le chat juste avant de commencer. Salut Sylvie, Margot, Valentin, Alexandre, Marie-Emma, Ftakoed et Eric qui sont tous présents. Les autres qui ne nous avaient pas fait encore un petit coucou dans le chat, je vous invite à nous mettre un petit message. Ça fait toujours plaisir. Je vois que vous êtes environ 16 à être présents. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui à 12h30. Du coup, pour faire ceci, je vais donc partager avec vous 2 entretiens qui ont été réalisés de manière courte, un peu fait exprès, pour avoir une quantité de données, on va dire, digeste. C'est vraiment 2 entretiens que j'utilise pour faire des démos, puisque là, si je mettais 8 ou 12 entretiens qui durent 1 heure pour te faire une démo, autant te dire que tu serais submergé d'informations. Donc, il va y avoir quelques limites forcément à cet exercice, puisque je n'ai que 2 utilisateurs dont je vais te parler, mais c'est pour l'exercice, c'est vraiment pour te montrer le principe, mais n'oublie pas que 2 utilisateurs, ce n'est pas suffisant. Il te faut au moins 5 utilisateurs pour réaliser un persona d'un profil. 8 utilisateurs, ce serait bien mieux, et 12, c'est la perfection. Là, on est sur des entretiens courts, donc on n'a pas, tu vois, super bien exploré les différents sujets de l'entretien, on les a pas approfondis. C'est assez superficiel et c'est OK pour l'exercice. Dans la réalité, on ne travaillerait pas comme ça. Et là, comme on va le faire en live, on va faire un travail, tu vois, assez rapide, encore une fois, pour te monter les principes de ce travail de synthèse. Mais dans la réalité, il faudrait travailler par itération pour bien vérifier ton travail, parce que tu vas voir que synthétiser des données, ça, très, très vite, il y a une surcharge mentale. Très, très vite, on arrive à la limite de nos capacités cognitives et donc on se doit de travailler par itération, par petits bouts, pour arriver à faire un travail de grande qualité. Mais ça, je te le rappellerai au fur et à mesure de ce qu'on va faire ensuite. Et puis, il y a une autre limite à l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va partir du principe qu'on sait déjà que ces 2 utilisatrices, là ce sont 2 filles, sont déjà de la même typologie d'utilisateurs et donc vont nous permettre de faire ce persona en tant que tel. Peut-être que dans la réalité, après ta recherche, tu aurais eu besoin d'analyser tous tes utilisateurs pour identifier les différentes typologies qui se ressemblent. Là, on ne va pas faire ce travail. Voilà pour les éléments de contexte, pour te donner les limites de l'exercice. C'est très important puisque tu ne vas pas faire ça et tu ne vas pas faire exactement ça dans ta réalité. Hein. Tu as bien compris, toutes les limites que je te donne là, c'est pour t'aider à te projeter sur la différence par rapport à la réalité. Ici, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de te montrer comment on traite les données brutes et comment on les intègre dans le persona. Ah, il y a de nouveaux coucou. What you see is what you get, Christophe, Sophie et Nassim qui sont là aussi avec nous. Bienvenue, les amis. Alors, il y a un truc qui va peut-être t'étonner. Quand on réalise un travail sur le persona, c'est que finalement, le gros du travail qu'on réalise, tu vas le voir, n'est pas sur le persona en tant que tel, mais sur l'analyse des données. Alors, je vais partager avec toi tout de suite mon écran. Pouf, je te demande une petite seconde, le temps que le tout s'active. Hop. Alors, quand je fais un travail de persona,
tout commence avec mon outil dans lequel j'ai intégré, toutes mes données de ma recherche. Donc là, c'est de la recherche qualitative. J'ai intégré mes données, dans mon outil qui s'appelle Optimal Workshop et qui me permet de remettre tous les verbatim de mes utilisateurs. Donc là, tu vois, j'ai 2 utilisatrices qui ont été interviewées. J'ai Iris. L'interview s'est réalisée par téléphone. En plus, l'enregistrement n'a pas fonctionné. C'était un petit peu, compliqué techniquement. On en refait l'enregistrement une seconde fois. Iris est une amie. L'entretien dure seulement 15 minutes et donc du fait que ça dure seulement 15 minutes, on n'a pas le temps d'approfondir les sujets, mais on a déjà des données qui vont nous permettre, nous, de faire un exercice. Avec Andrea, cette fois-ci, c'était un interview en physique. Andrea est aussi une amie. L'entretien dure seulement 15 minutes, pas le temps d'approfondir les sujets de la même manière. Je te mets un tout petit peu de contexte pour te dire de quel genre d'entretien il s'agit ici. Hop, il s'agit d'un entretien dont l'objectif est de comprendre les difficultés rencontrées dans l'évolution professionnelle d'un UX designer junior ou confirmé. Donc c'est mon objectif numéro 1, comprendre ces difficultés rencontrées dans l'évolution professionnelle d'un UX. Et en trame de fond, je souhaite identifier les motivations, les attentes, les besoins non comblés par le marché actuel de la formation. Tu as bien compris, c'est toujours des recherches qui concernent mon activité. Donc pour démarrer, j'avais demandé à ces 2 personnes de me redire de quel domaine elles venaient avant d'avoir pratiqué l'UX. Comment est-ce que ces personnes se sont formées à l'UX? C'était il y a combien de temps, donc cette formation? Et aujourd'hui, quel est le niveau de cette personne? Et ensuite, on a 2 ou 3 grandes questions, on va revoir ça. On a parlé tout de suite de la période de sortie de formation et je vais demander à cette personne de me raconter les 3 challenges, les 3 doutes et les 3 freins auxquels, elle a pu faire face à la sortie tout de suite après sa formation. Et ensuite, on a parlé de aujourd'hui. Aujourd'hui, et je demandais de compléter la phrase: «Pour faire évoluer mon profil d'UX designer, ma plus grande difficulté du moment, c'est» et là, la personne a pu compléter. Donc tu vois que c'est un peu, on peut vraiment se dire que ces 2 entretiens sont des entretiens guérilla avec des informations, très rapides qui sont données, mais qui sont tout de même un début d'information, pour pouvoir travailler et surtout là, dans notre cas, nous, ça va nous être, très utile. Donc pour te remettre un petit peu de contexte, on va aller voir, qui est Iris et qui est Andrea. Hop, on va rentrer par ici. Hop, donc Iris, elle a eu plusieurs vies avant d'être UX. Elle vient du monde du web marketing et du monde des associations. Elle s'est formée sur la masterclass de Mélo, moi-même. Donc tu as bien compris que c'est hyper biaisé, hein, parce que c'est que des copines, comme je te l'ai dit avant. L'UX, c'était un mot très à la mode et j'avais déjà commencé à le coller sur mon portfolio. Aujourd'hui, j'en ai honte, je faisais de l'UX intuitivement. J'avais la sensation d'avoir fait le tour du web marketing. La formation est venue à un moment où j'étais prête à ce que ça tombe. C'était une formation dématérialisée, à distance et le soir. Elle a commencé à se former il y a 1 an, elle a terminé il y a 5 mois et elle ne met pas de mots sur son niveau. Elle a même du mal à mettre le mot UX sur son profil. Donc voilà pour te donner un petit peu de contexte sur le profil d'Iris. On va aller voir maintenant le profil d'Andrea pour voir ce qu'elle nous a raconté. Donc Andrea, elle a voulu créer des émotions chez les gens. Donc ça, c'est quand elle me parlait de ses études. Elle est devenue graphiste car elle était énormément à la recherche de savoir-faire. Elle a fait une formation de développement. Elle a compris pendant sa formation que l'UX, ce n'est pas que de l'ergonomie. Donc ça veut dire qu'avant, elle pensait que ce n'était que de l'ergonomie. Elle est devenue UX designer après la certification des Gobelins. Donc ce n'était pas pensable de parler de sens tant que tu ne sais pas concrètement apporter du sens. Bon, ça c'est sa vision de l'UX. Et elle pensait que l'UX n'allait être qu'une pièce dans ses compétences, et alors qu'en réalité, il y a plein de compétences dans l'UX. La formation s'est passée il y a 9 mois. Et voilà, concernant le contexte de Andrea. Donc ça, c'était vraiment pour te donner un aperçu global, puisque là, tu n'étais pas dans la recherche, c'est un petit peu particulier, il te faut un petit peu rentrer dans le sujet. Sur mon outil, j'ai la possibilité d'ajouter des tags. Donc ça, c'est un travail que j'ai déjà fait. Donc tu vois, j'ai plusieurs tags concernant les challenges en sortie de formation de cette personne. J'ai plusieurs tags concernant les profils, plusieurs tags concernant le travail sur soi.
puisque elles m'ont toutes les deux, il me semble, ou en tout cas peut-être surtout une, m'a parlé de travail sur soi. On a parlé de travail sur le savoir se valoriser. Les petites étoiles, c'est les choses sur lesquelles elles ont vraiment appuyé. Les particularités, c'est des choses vraiment qu'on pourrait mettre dans un persona extrême, si on se rend compte qu'il y a un persona extrême. C'est des choses qui sont assez singulières. Ensuite, il y a plusieurs problématiques concernant le freelancing, car ce sont 2 personnes qui sont en freelance. On a ensuite les challenges actuels. On a une catégorie concernant l'outillage et on a une catégorie concernant tous les éléments pendant la formation UX. Donc ça, ce travail de catégorisation, c'est un travail que tu fais d'abord, que tu fais en ayant, avant même de t'imaginer faire ton persona, pour commencer à voir tous les sujets qui ressortent régulièrement et qui parle de quel sujet. Y a-t-il des points de convergence des différents profils sur des sujets, sur des sujets? On va voir ça, en fait, on va faire ce travail-là ensemble. Hop, je passe donc à une autre vue sur mon outil et c'est là que les outils du numérique sont absolument fantastiques parce que là, tu vois, je vais pouvoir dire: «Montre-moi tout ce que les filles ont dit concernant», tiens, on va prendre celui où on est le plus, «concernant les challenges en sortie de formation». Donc là, il me crée un filtre et là, dans ce filtre, je peux voir que j'ai 12 éléments concernant Iris et 6 éléments concernant Andrea. En parallèle, je vais commencer à ouvrir mon persona, puisque si ça se trouve, là, je vais avoir besoin de commencer à écrire certaines choses. Hop, hop, je vais peut-être te changer. Attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que je fais comme ça pour que ce soit plus simple pour toi? Je vais juste changer la manière dont je partage mon écran avec toi. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. Donc tu vois, de côté, j'ai déjà mis en place mon petit template de persona. Donc dans mon template de persona, je prévois de lui donner un prénom, de lui mettre un âge, de lui associer un métier. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur les différents éléments du persona. Ici, pourquoi pas une photo, une image, quelque chose qui va bien. Une phrase qui représente bien ce persona, ça on le verra certainement à la fin. Les 3 traits de caractère, ses frustrations et ses freins, ses objectifs et motivations, ses besoins émotionnels, ses besoins rationnels, et puis ici, son histoire et ses particularités. Je ne sais pas si on arrivera à aller à remplir tous ces éléments-là. En tout cas, dans tous les cas, au moins, je vais les commenter aujourd'hui. Donc pour l'instant, lui, on va le mettre de côté. Il est ouvert si jamais on en a besoin, mais tout démarre de nos données. Donc on va aller les analyser, ces données. Challenge en sortie de formation. Donc tu vois, ce serait bien ça, d'avoir des informations pour intégrer dans la case, comme là c'est des challenges, et bien dans la case, par exemple, freins et frustration. Maintenant, comment on fait pour arriver à remplir cette case freins et frustration, vu que là on est sur des challenges? Eh bien, il va falloir voir si on a des points de comment on pourrait dire? De convergence, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Si on a des points de convergence entre Iris et Andrea. Donc là, on est d'accord que là, je n'ai que 2 utilisateurs. Dans la réalité, tu en as 5, 6, 8, 10, 12 éventuellement, qui t'ont parlé des mêmes sujets. Et là, tu cherches les points de convergence. OK? Donc là, moi, je vais aller étudier un petit peu mes données. Elle aimerait faire une bibliothèque de métaphores pour expliquer le job. Là, c'est Iris qui me parle. En tout cas, c'est très spécifique. Elle a un challenge à relever dans son job, faire comprendre son rôle, évangéliser. Elle parle d'évangélisation, Iris. OK, on va voir si Andrea nous parle d'évangélisation aussi. Alors, tu sais, pour ça, eh ben, du coup, je vais jouer avec comment ça s'appelle? Avec mes tags. Donc là, j'ai un challenge sortie de formation et elle commence à me parler d'évangélisation. Tiens, est-ce que si j'ajoute le tag évangélisation, donc tu vois, j'ai challenge sortie de formation, évangélisation qui sont là. Donc ça veut dire que ça m'a sorti tous les éléments où j'ai ces 2 tags. Est-ce que j'ai Iris et Andrea qui m'ont parlé de ça? Non. Je n'ai que Iris. Donc je pars du principe que là, je n'ai pas de point de convergence. C'est-à-dire que elles ne m'ont pas exprimé toutes les 2 qu'un des challenges était l'évangélisation. OK,
Alors, je vais essayer avec un autre. Dans ce cas-là, est-ce qu'en challenge dans sortie de formation, là, je vois un tag se valoriser. Je vais essayer d'ajouter le tag se valoriser. Est-ce que j'ai les deux? Non. Je n'ai que Iris qui m'a sorti 8 éléments qui associent le challenge et le fait de savoir se valoriser. Ok, on va continuer à chercher. Cette fois-ci, tiens, il y a de l'outillage par ici. Voyons voir si dans l'outillage, Andrea nous a exprimé quelque chose. Toujours pas. Et donc là, tu vois, tu commences à te dire, mais mince, comment on va faire? C'est ça la réalité d'un persona. C'est pas parce que j'ai un persona, un utilisateur que j'ai rencontré qui m'a exprimé énormément de challenge que je vais dire, eh ben tiens, ça c'est intéressant de le mettre dans mon persona. Ça, c'est un biais. Ça, c'est une mauvaise manière de réaliser ton persona. Ce n'est pas parce que Iris a énormément exprimé, je crois, d'éléments sur l'évangélisation. Voilà, elle m'a énormément parlé d'évangélisation. Ah non, il y en a un autre qui a encore plus. Attends, je le recherche. Je crois que c'est se valoriser alors. Voilà. Elle m'a énormément parlé de savoir se valoriser. Ce n'est pas parce que elle l'a fait. Et donc, tu vois, de manière intuitive, de manière naturelle, on aurait tendance à se dire oh là là, on en a tellement parlé qu'il faut que ça apparaisse dans le persona. Non, non, parce que ce n'est pas un point de convergence entre tes utilisateurs. C'est ça les éléments que tu vas mettre dans ton persona. Ce sont les points de convergence entre tes utilisateurs. Alors tiens, on va aller chercher du coup spécifiquement ce que nous raconte Andrea. Catégorie travail sur soi. Donc tu vois, elle nous parle beaucoup de ça. Travail sur soi, freelancing. Tiens, bah on va voir si on arrive à faire des croisements avec Iris. Travail sur soi et freelancing. Donc je remets Iris et Andrea et je vais aller chercher cette fois-ci travail sur soi. Est-ce que j'ai les deux? Ah, j'ai une fois Iris et 6 fois Andrea. Intéressant. Que nous dit Iris? Parce qu'on n'a qu'une seule fois Iris. Pof, je la cherche, c'est ici. Donc dans le travail sur soi, elle a dû gérer une transition de social media vers UX. Elle s'est faite accompagner par un coach. Ok. Donc elle a dû se faire accompagner parce qu'elle avait besoin de faire une transition. Elle a travaillé sur elle pour faire une transition. Ensuite, y a-t-il des éléments chez Andrea qui sont du même type? Oui et non. C'est là que ça devient délicat et c'est là que c'est difficile de ne pas biaiser. On va voir de quoi nous parle Andrea. Andrea, elle nous parle de elle avait un objectif précis. Avant, j'avais un objectif flou. Elle nous parle, alors elle nous disait effrayant, ce n'était pas naturel, je refusais pour rien par choix personnel. Alors elle refusait d'anciennes prestations enfin pas d'anciennes prestations, des prestations qui faisaient appel à ses anciennes compétences de graphiste. Et dans sa tête, elle refusait pour rien, juste parce qu'elle avait décidé de devenir UX. Donc là, elle se posait des questions sur sa carrière. Donc là, il fallait assumer ses choix, ne pas regarder en arrière. Le plus gros challenge a été de fermer la porte au projet entrant. Pour elle, une journée de travail où elle ne travaillait pas, c'était une journée perdue. Dans quelle zone j'ai envie de travailler le plus? Se concentrer sur un domaine. Donc là, le point commun, il faut qu'on arrive à imaginer le point de convergence. Elles sont toutes les deux en transition et toutes les deux ont dû faire un travail sur elles pour effectuer la transition. Donc là, on va pouvoir commencer à écrire des choses dans notre persona. Tu es d'accord avec moi qu'il y a un minimum d'interprétation, mais il faut essayer d'être le plus juste possible. C'est aussi pour ça qu'on va travailler en itération. Alors, on va essayer de commencer à écrire quelque chose dans notre persona. Où est-ce qu'on va pouvoir s'écrire quelque chose? Objectif, motivation, frein, frustration, besoin rationnel. Je pense qu'on va écrire dans les particularités. Là, en direct, on va s'écrire un petit truc dans les particularités. Hop, on va s'écrire que X, parce que je ne vais pas donner encore de nom, a réalisé un réel travail de développement personnel afin de faire la transition vers son nouveau métier du X. On va voir si on arrive à préciser ça.
un peu plus tard. Oh! J'ai tout perdu? Non, c'est là, il m'a fait peur. Hop, 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 je vais le mettre un petit peu plus foncé pour toi que tu puisses le voir un peu mieux. Voilà et voilà, comme ça tu vois mieux. Donc tu as bien compris que là, j'ai fait un minimum d'interprétation. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que là, avec seulement 2 entretiens, je n'arrive pas vraiment à dire quel genre de développement personnel, quel genre de travail sur soi, ces personnes ont dû entreprendre. Il y en a une qui a fait un travail, vraiment, toute seule, sur son état d'esprit, sur ses croyances et cetera, sa manière d'aborder la relation avec ses clients, sur sa manière de faire des choix professionnels. Et puis tu as une autre qui a directement pris un coach pour effectuer cette transition. Je ne peux pas mettre dans mon persona que elle fait appel à un coach, mais elle fait un travail de développement personnel afin de faire la transition vers son nouveau métier. Donc tu vois, je pourrais même mettre ici travail de développement personnel en gras ou enfin, tu vois, le valoriser dans mon persona pour que ce soit bien vu, parce que c'est un élément important. Là, j'ai réussi à intégrer enfin un premier élément dans mon persona. Et tu vas faire comme ça pour tout le temps. Tu vas croiser les données, tu vas aller chercher les informations exclusivement ici, exclusivement au sein de tes données réelles du terrain. Alors Fatoum, je vois ta question, je viens te répondre tout de suite. Hop, hop, on va lever ça pour l'instant. Et si dans la thématique, les 2 personnes n'ont pas de point de convergence, que faire avec les éléments pour le coup? Alors, si dans la thématique, si dans le sujet, les personnes n'ont pas de point de convergence, ça veut certainement dire soit que tu n'as pas, rencontré assez d'utilisateurs pour voir une tendance. Donc c'est ça une tendance, ça veut dire que la majorité des personnes, hem, vont dans, le sens vont dans un même sens. Alors qu'est-ce que c'est la majorité des personnes? Eh bien, c'est plus de moi j'aime bien dire plus de 60, plus de la moitié, de toute façon. À partir du moment où on a plus de la moitié des personnes qui nous disent, aller dans telle direction par rapport à notre persona, on peut l'intégrer dans notre persona. Si j'ai moins de la moitié, ça ne marche pas. Donc si tu as 5 personnes, il te faut au moins 3 personnes sur cette catégorie d'utilisateurs qui t'expriment la même chose. Et donc, là, tu vois, par exemple, il y a une chose qu'on va pouvoir intégrer dans notre persona, c'est le fait que ce sont des freelances, puisqu'elles sont toutes les 2 freelance. Donc bah, ça, on va pouvoir le mettre. Où est-ce qu'on va se les mettre? Pouf, pouf, pouf. Tiens, j'ai pas mis d'éléments sur, comment ça s'appelle? Sur les données démographiques. Donc tu vois, bah là, c'est pas grave, hein. Je vais agrandir mon persona et puis la mise en page, bah, on verra ça plus tard. Hop, hop et puis on va se faire une petite carte données démographiques, tout ça, tout ce qui concerne ces éléments un peu techniques. Données démo, voilà et puis, ben, nous, on va se dire qu'elle est freelance. Hop, tu vois pas, faut que je zoome. Ce sera mieux, plus agréable pour toi. Hop, elle est freelance et puis bon là, tu le sais pas, mais elles ont toutes les 2 autour de 30 ans. Freelance, 30 ans, voilà et là, c'est du réel. Là, c'est du vrai. Je n'ai pas inventé qu'elles ont toutes les 2 autour de la trentaine, c'est réel. Elles ont toutes les 2 autour de la trentaine, elles sont toutes les 2 freelance. Ça fait partie de mes données du terrain. Donc voilà, là, je voulais te montrer, tu vois, la manière de le faire. Si on allait beaucoup plus loin, si tu as bien compris, si on voulait traiter toutes les données au sein de juste cet entretien de 15 minutes, tu as compris qu'on en aurait déjà pour, je pense, 1 heure et demie, 2 heures pour faire le persona de ces filles-là. Donc ce que je vous propose maintenant, les amis, c'est de me poser vos questions, si vous en avez sur la création de ce persona. Là, vous avez vraiment la méthode de base pour le faire.
tout fonctionne comme ça. Je prends chacune des catégories que j'ai identifiées, donc tu as bien compris, d'abord tu as fait ton travail de catégorisation, tu les croises et tu regardes à quel point j'ai des points de convergence, à quel point j'ai des tendances qui ressortent. Donc une tendance, ça veut dire plus de la moitié des utilisateurs de ce même type qui m'ont exprimé des choses qui vont dans le même sens. Et ensuite, toi, tu as ce travail d'interprétation qui se doit d'être le plus neutre possible pour pouvoir intégrer les données au sein de ton persona. Donc là, j'ai pas revu les différents contenus du persona. Ça, on l'avait fait la semaine dernière. Donc, si tu le souhaites, tu peux revoir. Non, pas la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, mais en tout cas, c'est la vidéo qui est juste avant celle d'aujourd'hui. Tu peux aller voir. Donc, dans cette vidéo-là, on a vu tous les contenus à intégrer un persona. Pourquoi faire un persona? Donc, pourquoi ça me tenait à cœur aujourd'hui de faire cette vidéo de démo? Puisque je rencontre. Mais franchement, je pense que 80% aujourd'hui des UX ne font pas de vrais personas et font des proto-personas. Un proto-persona, c'est un persona qui est projeté. C'est un persona imaginé. C'est un persona qui se base sur la connaissance intuitive quasiment que l'on a des utilisateurs. Et on écrit, bah, tu vois, là, je pourrais, hop, tiens, on va se faire un proto-persona. Vite fait. Je pourrais compléter tout ça en disant: «Bon, bah, écoute, j'ai pas trouvé assez d'éléments. Dans les freins et frustrations, je vais écrire que ces frustrations, c'est que du coup, ben, elle arrive pas à trouver les informations, rapidement ou elle le souhaite, elle sait pas où trouver l'information. Ses objectifs et motivations, c'est d'être sereine dans son quotidien de freelance, de savoir parler de son métier. Ses besoins émotionnels, c'est de se sentir, sûre d'elle, c'est de se sentir, professionnelle. Son besoin rationnel, c'est d'être à l'aise financièrement. Ah oui, là, tu vois, je peux tout à fait, très, très, très vite, là, en 10 minutes, pour le coup, te faire un proto-persona. On est d'accord que c'est un travail beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, alors que le vrai persona, lui, te prend carrément plus de temps. Il faut que tu fasses ta recherche, il faut que tu fasses ta retranscription de tous tes verbatims, il faut que tu fasses la catégorisation de tes verbatims. Ensuite, il faut que tu croises tes données pour voir quelles sont les tendances. Il faut que tu traduises tes données de manière à interpréter les données croisées pour les intégrer dans ton persona. Un persona, c'est vraiment un très gros travail. Mais une fois que tu l'as fait, ce persona, pour le coup, c'est un vrai support de conception et c'est un support qui va te permettre d'être rassuré sur la direction que vous êtes en train de prendre parce que vous serez vraiment centré utilisateur. Marie-Emma, à quel moment réalises-tu l'analyse des entretiens? Dès les premiers ou tu attends d'avoir tous les entretiens si tu dois en avoir 5 au total, par exemple? Alors, moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire la retranscription de tes entretiens au fur et à mesure de chaque entretien. Donc, entretien 1, je retranscris. Entretien 2, je retranscris. Et ensuite, au fur et à mesure, dès que j'en ai 2 ou 3, je commence à créer des catégories. Ah bah tiens, j'ai vu grâce à Andrea que j'ai une catégorie travail sur soi. Je crée la catégorie, je l'applique à chaque verbatim. Ensuite, tiens, je fais l'entretien d'Iris. Dans l'entretien d'Iris, je vais identifier deux nouvelles catégories. Donc, je vais repasser l'entretien d'Andrea pour voir si je peux appliquer les catégories que j'ai identifiées grâce à Iris du côté d'Andrea. Et puis, les catégories que j'avais déjà pour Andrea, je vais les appliquer à Iris. Et puis ensuite, quand j'aurai un entretien numéro 3, là aussi, je vais écouter, appliquer les catégories déjà existantes, créer peut-être une nouvelle catégorie grâce à cette troisième personne. Et si j'ai créé une nouvelle catégorie grâce à cette troisième personne, je repasse tous les verbatims de Andrea et de Iris pour voir si j'arrive à appliquer cette catégorie-là. C'est un vrai travail d'analyse de données. Ça demande du temps et c'est pour ça que je vous disais travailler par itération parce que vraiment ça peut très vite nous surcharger. La surcharge cognitive arrive assez rapidement avec ce genre de travail-là. Il y a des personnes qui sont très fortes pour faire ça et il y en a d'autres qui aiment pas du tout. Donc je vous invite à voir, à identifier si c'est un travail que vous aimez ou pas, s'il le faut, à le déléguer à une personne qui appréciera ça. Donc à quel moment je réalise l'analyse? Tu vois, c'est un peu au fil de l'eau, mais de toute façon, ton analyse ne peut se terminer que lorsque tous tes entretiens ont été passés. Christophe, tu te sers de l'Empathy Map pour faire l'analyse, ça m'aide à isoler les infos. Oui, ça peut, OK, mais dans ce cas-là, tu n'as, entre guillemets,
que les catégories qui sont imposées par la carte d'empathie. Donc ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'on lui dit. Voilà, je les ai plus tous en tête. Mais en réalité, il y a des choses qui, en fait, sont des catégories encore plus fines que ça et qui sont des catégories spécifiques à nos utilisateurs. D'autant plus que les utilisateurs ne vont pas forcément toujours t'exprimer les choses qu'on lui dit ou les choses qu'il ressent ou les choses qu'il se dit, etc. Mais après, si tu as effectué toute ta recherche avec cette approche-là, pourquoi pas? Il faut voir ce que ça donne. Il faut voir ce que ça donne, mais attention à adapter à votre analyse à la finesse des données que vous avez récoltées. Sylvie, est-ce que tu utilises des cartes d'empathie pour créer tes personas ou des cartes d'empathie pour chacun des personas? Ah, du coup, est-ce que tu demandes à Christophe? Personnellement, les cartes d'empathie, je les utilise pour faire plutôt sur des ateliers, par exemple, de l'expression de qui est ce persona pour faire une sorte de guérilla, de recherche guérilla pour avoir très rapidement une idée ou des grandes notions de qui est le persona. Mais pour moi, c'est pas de la recherche utilisateur. C'est un élément de recherche utilisateur, mais ce n'est pas toute la recherche utilisateur. On a des données avec la carte d'empathie qui sont très bien, mais qui ne sont pas suffisantes pour aller en profondeur dans un sujet. Une forme de catégorisation. Yes. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez kiffé. J'espère du coup que vous allez vous motiver à faire vraiment un persona. Vous avez vu, ça demande du travail, mais une fois que ce travail est fait, votre persona, il bouge plus pour, franchement, pour plusieurs mois, sur certains projets même sur plusieurs années, lorsque le persona a bien été travaillé, lorsque l'étude a bien été réalisée en amont, lorsque l'entreprise est bien consciente de la cible avec laquelle elle veut travailler et que du coup, toi, toute ta recherche est allée dans la direction de cette cible que vous souhaitez le mieux comprendre, le persona peut vraiment durer très, très, très longtemps. Donc, ça vaut le coup d'investir ce temps-là, puisqu'après, vous pourrez constamment vous appuyer dessus en rappelant que persona X, il est comme ceci, il est comme cela. Et donc, c'est important pour lui d'avoir telle ou telle fonctionnalité, d'avoir accès à telle ou telle information, puisque ça va répondre à tel besoin émotionnel ou à tel besoin matériel, ou j'en sais rien, ou à telle ambition, objectif, etc. Donc, voyez-le vraiment comme votre tierce personne, comme l'élément qui vous permet de ne plus dire moi je pense, moi je sais, et c'est toujours discutable, et plutôt on sait que notre persona est comme ceci, on sait qu'il est comme cela, et donc c'est comme ça que vous ramenez du sens et de la cohérence sur vos projets. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, vendredi, midi et demi, pour le prochain UX Live dont je ne connais pas encore le sujet. Si tu as des sujets que tu souhaites aborder, n'hésite pas à me les partager, comme ça je les rajoute dans la liste. Si tu as des questions aussi sur cette démo-là, je te réponds avec grand plaisir. À bientôt les amis. Ciao, ciao.